Salut Étienne. Salut Baptiste. Savais-tu que Denis Villeneuve est un grand fan de James Bond? Ah ouais? Ouais, je l'ai entendu dire « I deeply love James Bond ». Oui, et c'est un grand fan du podcast parce que plusieurs fois, je l'ai entendu dire « I deeply love ». J'adore ça. J'adore. I deeply love. I deeply love ». J'adore ça. En réalité, c'est Leslie Nielsen, en fait le doubleur de Leslie Nielsen qui dit « j'adore ça ». Mais c'est lui qui dit « I deeply love » dans notre intro. C'est lui qui le dit. I deeply love. I deeply love. Rouler l'initiative. Rouler l'initiative. 20. Tu me freaking niaises, Baptiste. Oh my God. OK, vas-y, t'animes, vas-y. À la limite, je suis comme, c'est ça. Le plus gros fun là-dedans que j'ai, c'est que c'est encore moi qui ai l'initiative. Je sais, ça fait 6 épisodes de suite. J'ai roulé enfin quelque chose au-dessus de 10. Pour vrai, Étienne, on pourrait faire une petite règle de genre, le jour où tu récupères l'initiative, je te donne un critique. Je te donne un critique à m'affliger, genre. Parle-nous ça, Baptiste, parle-nous ça. Bon, bienvenue à bord de J'adore ça, nos chers astronautes, Yes. votre podcast préféré encore animé par des humains. On est bien heureux que vous soyez des nôtres. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler de nos spéculations pour le prochain James Bond de Denis Villeneuve Ouais, le vite. avec deux gars de mon ciné balado. Ouais, des pros. Des pros. Par contre, avant de faire ça, Baptiste, ce serait le fun de mentionner qu'on change un peu l'ordre des choses. On change l'ordre des choses, mon cher Étienne, en effet, t'as raison. On a décidé, chers astronautes, désormais de faire le contenu principal de l'épisode en premier. Et ce qu'on a appelé les découvertes du dernier mois, le moment où Étienne et moi, on prend des nouvelles l'un de l'autre sur ce qui s'est passé dans notre dernier mois. En deuxième partie, donc vous allez toujours pouvoir profiter du contenu principal en premier, suivi de la petite mise à jour entre Étienne et moi. Tu sais, le but, dans le fond, là, c'est que ceux qui nous découvrent via leur engin de recherche sur les plateformes de podcast, dans le fond, c'est que, disons, ils veulent entendre parler de James Bond ce soir, OK? Ils veulent entendre parler de James Bond, puis là, pendant une demi-heure, il y a deux gars qui disent comme « Ouais, est-ce que t'as essayé tel jeu vidéo? » Puis ils sont comme « Ben voyons, de quoi tu parles? » Donc, vraiment, l'objectif, c'est sujet principal d'abord. On vous donne ce que vous vouliez entendre. Puis ensuite, si vous restez avec nous, il y a les découvertes du mois, les choses qu'on a trouvées, qu'on aime. Puis, si vous voulez même passer d'une section à l'autre, il y a des chapitres. Il y a des chapitres que vous pouvez utiliser dans votre application de podcast. On met les chapitres où est-ce que les sections commencent, finissent. Ouais. Donc, servez-vous de ça tant que vous voulez. Tout à fait. Baptiste, j'ai roulé ma conséquence du fait que tu as roulé un crit. J'ai roulé un 1. Et donc, je te jure, je devrais parler pendant... Ça fit tellement avec la... c'est l'enfer. Je devrais parler pendant 1 minute en anglais avec l'accent Denis Villeneuveien. Et on va faire ça dans la section des découvertes. Bien sûr, l'entrevue est déjà enregistrée. Je peux pas soudainement parler sans avertissement devant les gars de mon ciné-balado à la Denis Villeneuve, mais je vais faire ça dans les découvertes. Restez jusqu'à la fin, puis vous allez m'entendre m'humilier. Voilà. Cette voix m'est familière. Aujourd'hui, on reçoit pas un, mais 2 invités. Le premier, c'est le responsable du développement pour le cinéma Le Clap depuis plus de 7 ans, et c'est aussi le cofondateur de l'entreprise de jeux de société La Belette Moqueuse. Mais aujourd'hui, il va être avec nous en tant qu'expert en cinéma, ce qu'il est, pour être franc. Il y a pas longtemps, il est au Festival international de films de Toronto, où il a entre autres parlé avec Jodie Foster. Je dis ça de même. L'autre invité, et non le moindre, c'est le coordonnateur aux opérations et responsable du contenu numérique au cinéma Le Clap depuis près de 11 ans. Si on se fie à son profil Letterboxd, cette année seulement, il a regardé 224 films en date d'enregistrement, ce qui correspond à pas loin d'un film par jour pour un total répertorié du moins de 2569 films.
Les deux sont passionnés de cinéma et si vous venez de Québec, vous les avez probablement déjà entendus se parler de Jason Voorhees pendant les bandes annonces avant les films au Cinéma Le Clap lors d'une pub pour leur podcast nommé Mon Ciné Balado. Patrick Marleau, Jean-François Breton, bienvenue à bord de J'adore ça. Bienvenue. Salut. Salut, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Bon, je veux mettre au fait qu'on est dû pour une nouvelle publicité. Si vous fréquentez les salles du Cinéma Le Clap, on en est conscient. Là, on l'a fait retirer parce que là, on recevait des plaintes. On avait des désabonnements du balado. Ah oui? Non, c'est pas vrai, j'exagère, mais nous-mêmes, on était tannés parce que c'était comme un extrait d'un épisode d'Halloween. Puis on a fait, on va mettre ça en promo pendant le temps de l'Halloween, mettons. Puis là, ça faisait comme 1 an que ça roulait. Après, ça dit juste, vous aimez le cinéma, blablabla. Mais peut-être que de cet épisode va y avoir une quote hilarante que je pourrais aller... Ah, ce serait malade. Puis dans le but d'apprendre à mieux vous connaître, nous, mais aussi surtout nos astronautes, nos auditeurs, on va vous poser quelques questions à rafale pour établir un peu votre profil. Donc là, la première question déchirante que je vais vous demander à chacun d'entre vous, c'est Christopher Nolan ou Edgar Wright? Oh. Fait que déjà, ça va nous départager comme favoris. Je m'attendais à Denis Villeneuve ou Christopher Nolan. Edgar Wright me déstabilise. Je pense que dans l'ensemble, les deux ont beaucoup de qualités, mais je pense que je préfère les films de Chris Nolan pour l'ensemble de ce que c'est. Ouais. Puis toi, Patrick? Moi, je vais dire Christopher Nolan pour la trilogie Batman. Ouais. Et Edgar Wright pour le reste, surtout Scott Pilgrim. Oh yes! On se rejoint, là. On se rejoint. Mais je suis très content. C'est parce que je suis vraiment Christopher Nolan. En tout cas, vous apprendrez mais là, au moins, les deux ont un film cette année. Là. Il y a Running Man dans quelques semaines, puis l'été prochain, l'Odyssée. Tout à fait. Là, j'en ai un autre qui va être déstabilisant peut-être, Patrick. Ricardo Troggi ou Denis Villeneuve? Oh là là! Ben, pour mes goûts, moi, je préfère Troggi. C'est plus le genre de cinéma qui m'interpelle. Par contre, je suis admiratif devant ce que Villeneuve a accompli et ce qu'il a réussi à faire. C'est ça. C'est-tu sur une île déserte, quelle filmographie t'amène entre les deux? C'est ça, vas-y. Ouais. C'est bon. Mais Denis Villeneuve, je pense. Ouais. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que l'autre, c'est pas bon. Là. On le sait que c'est un ça ou ça qui est difficile à choisir. Là. Ouais, je pense que Villeneuve, c'est plus impressionnant de plein de points de vue techniques. Mm-hmm. Tandis que Troggi, c'est surtout scénaristiquement. Là. Moi, j'aime beaucoup les dialogues. Et fait que j'aime ça. Je suis un grand fan de Kevin Smith et tout ça. Fait que ça... comme de la musique aux oreilles, les dialogues de Troggi. J'aime la comparaison de Kevin Smith avec Troggi. Mm-hmm. C'est vrai. Là, j'ai une question, mais que je ne vais pas vous poser de la même façon. Vous allez comprendre pourquoi. Jean-François, ton jeu de société préféré de tous les temps? Et Patrick ne répond pas tout de suite. Je vais te la poser autrement. Moi, c'est Wingspan. C'est quand j'ai découvert ce jeu-là, je me souviens plus qui. Un ami m'a présenté ça, puis là, j'ai amené ça dans ma famille. J'ai une grande sœur, ma blonde, mon beau-frère. Puis là, on s'est tous mis à jouer puis à capoter. Puis là, les deux... On achète, ma soeur et son chum, moi et ma blonde, on achète toutes les extensions pour être sûr que si on va chez l'un et chez l'autre, on puisse tout jouer à la meilleure version possible. Là. Tel plateau, t'enlèves tel oiseau, tu mets ça, puis tout. Fait que... Ça fait changement de jouer à bataille, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Toi, Patrick, je vais te poser en fait 2 mini-questions dans cette question-là. Le meilleur jeu que tu aies fait, toi? Le meilleur jeu qu'on a fait à la belette moqueuse. C'est des jeux assez jeunesse. Oui, non, on est beaucoup dans les jeux jeunes familles. Moi, mon coup de cœur demeure, je pense, Pirates en caleçon. C'est un jeu où on doit habiller des pirates, donc un jeu où on pige et on défausse. Et on doit habiller nos pirates avec les bons vêtements de bonne couleur. Très cool. Puis le meilleur jeu que tu n'aies jamais fait? Écoute, on aurait tellement. Et je dirais que mes goûts vont changer. Moi, quand je tripe sur un jeu, on joue intensément en famille pendant plusieurs mois. 4, 5, 6 mois, on joue qu'à ce jeu-là. Puis après ça, on change. Mais j'aime beaucoup les petits jeux de cartes. OK. Fait que des trucs comme The Game, The Mind, j'aime bien Sky Joe, des trucs comme ça. Peut-être Galère à Pagos.
J'adore ce jeu-là. C'est un jeu coopératif où on doit quitter une île finalement sur un radeau. Puis on a un certain tour limité pour aller ramasser des ressources, construire le radeau. Mais c'est dur que tout le monde quitte en même temps. Fait qu'en cours de route, tu vas être obligé d'éliminer des joueurs. Ouais. Fait qu'il y a un petit côté salopard comme ça que j'aime bien. Galère à Paga, c'est vraiment le fun. Et moi, je peux juste y aller avec la réponse à mon jeu classique. Moi, ce serait Risk. Risk. Peut-être même une coche au-dessus, excuse. Access and Allies. Oh là là. Okay. Ça, on n'est pas couché. Là, Access and Allies. C'est drôle. Je trouve que c'est un peu plus complexe que Risk. Puis en même temps, je suis un passionné d'histoire. Fait que je trouve ça vraiment formidable. OK, grosse question pour vous deux. Votre film préféré de tous les temps? Commence. Moi, c'est Moneyball. C'est le film... Je dis pas que c'est le meilleur film de tous les temps. C'est pas ça mon point. Je n'irai pas ce débat-là. Mais j'adore le côté... j'adore le sport. Puis c'est juste que c'est un film que je peux écouter encore et encore. Des autres marquants, Jurassic Park, là, qui témoignent d'être né dans les mi-80. Là, fait que j'ai vu ça à 7-8 ans et tout. Mais Moneyball, je me souviens d'une fameuse fois... je pense que ma blonde l'avait commencé quand j'étais pas là. J'étais arrivé, j'ai vu la fin. Fait que là, le lendemain, je l'ai reparti, mais elle est arrivée, elle a revu la fin. Fait qu'on l'a reparti ensemble. Fait qu'on l'a comme écouté 3-4 fois à deux en 2 jours. Là, une espèce de folie. Puis je sais pas. Ben, c'est sûr que Brad Pitt est un des acteurs iconiques de notre génération et tout, mais. Ouais. Fait que moi, c'est ça. Mais c'est fascinant que. J'oublie son nom, mais le réalisateur. Il a fait comme Foxcatcher après, qui était sur du wrestling, là, de la lutte gréco-romaine un peu, puis genre plus rien d'autre. Puis je trouve ça vraiment surprenant. Puis il y avait eu plusieurs nominations aux Oscars et tout, montage, etc. Fait que tu sais, le feeling, j'adore le baseball, là, fait que de jouer à ça, de la bonne utilisation, je trouve, des images d'archives, puis de recréer des trucs, suivre sur une année, puis ultimement, ça finit pas très bien, mais finalement, il y a du positif dans la défaite, puis tout. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre dans, je sais pas, peut-être quand mes enfants seront plus vieux, puis qu'il faudra leur apprendre à perdre. Moi, je me donne le droit d'en nommer 3. Parfait. Je prends ce droit-là. Un enfant des années 80. Fait que, écoute, j'y vais avec Star Wars, Raiders of the Lost Ark et Back to the Future, pour moi, qui sont... les 3 films, les 3 trilogies qui ont bercé ça tombe dans mes cordes aussi. Que je me tanne jamais de réécouter. Fait que je vais avec ça. La soundtrack de Ghostbusters ou de Footloose? Moi, je vais aller avec Ghostbusters. Parce qu'il y a un mélange autant de chansons pop que de la trame sonore musicale classique. Alors que Footloose, c'est pas mal juste de la musique pop. Je pense que j'irais plus Ghostbusters. C'est plus iconique aussi pour moi comme film. J'ai jamais vu Footloose, mais je connais la chanson thème. Ouais. Tu peux aussi juste appuyer sur la chanson thème. Mais chanson thème pour chanson thème, j'aime mieux celle de Footloose. Parce que celle de Ghostbusters, elle marche parfaitement pour le film puis tout, puis c'est cool. Mais à écouter, je la trouve extrêmement redondante. Footloose, elle donne envie de danser un peu quand même. Ouais, c'est ça. Si tu vois un cover band dans un bar, il y a quand même plus de chances qu'il joue Footloose ou dans un mariage. Exact. Fait que, chanson pour chanson, je vais sur Footloose. La scène de la bataille de Minas Tirith dans Le Retour du Roi ou la scène de la chanteuse d'opéra dans Le 5e élément? Le Seigneur des Anneaux, je pense. Ouais, moi aussi. Je pense que oui. Ouais. Ça a marqué un peu mon enfance quand même, 5e élément. Là. C'était le bon âge à la bonne époque, je pense, là, d'avoir comme 12 ans quand c'est sorti. Mais avec du recul, je pense que c'est un peu quétaine. C'est plus comme... Ça fait mal à mon cœur de français ce que tu dis. Non, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, c'est ça. Je suis juste très attaché à ce film-là, mais de façon très nostalgique. C'est purement genre de la nostalgie, là. C'est rien d'autre. Je pense que c'est comme réécouter le premier Ninja Turtles, là, d'une certaine façon. Là. C'est pas le même public. C'est comme, c'est full bomb, tu réécoutes. C'est bien, là. Puis il y a une certaine authenticité, là. Mais c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est un classique du cinéma. Ouais, tout à fait. La mort du personnage de Marion Cotillard dans Batman ou la mort de Boba Fett dans Le Retour du Jedi? Je vais prendre Boba Fett haut la main. Là, tu vois, je vais prendre Marion Cotillard parce qu'on en parle plus encore. C'est plus... c'est vrai que ça a été marquant. C'est plus savoureux, tant qu'à être
anecdotique puis se passer en une seconde, ben là, au moins, il y a du matériel. Ouais, vraiment. Mais je comprends. Il y a aussi dans la question, il est pas mort, Boba Fett, dans Retour du Jedi. Ah ouais, mais là, en tout cas, je parle du moment où il se fait juste comme taper dessus, genre sur son propulseur, puis qu'il finit dans la bouche, puis il s'est rien passé avec le plus grand chasseur de primes de tous les temps, tu sais. Ouais, puis il dit pas un genre de « Hey, wow! » Dans l'édition spéciale. Ouais, peut-être. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait qu'il dise rien puis qu'il mette juste le cri de Willem à ce moment-là. Soit relégué à ce rang-là. Je comprends pas que Marion Cotillard, elle, qui est une excellente actrice, Nolan, qui d'habitude sait ce qu'il fait, puis tout, ils ont fait comme, ouais, on l'a. Ouais, c'est à la fin de journée, tout le monde était brûlé, puis on dit, ouais, c'est correct. Je sais pas à quel moment Christopher Nolan s'est dit, ah ouais, ça c'est la bonne. Ça c'est sûr que c'est celle-là qu'on garde. Je sais pas si j'ai pas écouté tous les podcasts qu'il a fait ou quoi que ce soit, si à un moment donné, il a déjà dit comme ouais, sûrement dire je le sais qu'elle est pas bonne, mais c'était comme pour le reste c'était la meilleure shot qu'on avait. Ouais, peut-être. Je sais pas. Tu sais, il peut pas. Peut-être qu'il se disait que c'est correct, mais je peux pas qu'il se dise que c'était. Peut-être que Marion Cotillard est vraiment bonne, mais son talon d'Achille, c'est mimiquer une mort d'un personnage, elle est incapable. Je sais pas. Au volant. Oui, on sait pas, il l'a peut-être fait 50 fois, finalement, c'est juste ok, shit, j'abandonne. Je pense que c'est juste Nolan qui portait pas son veston pour la seule fois de sa vie. Cette journée-là, puis ça a juste comme... C'est un jinx, il faut toujours que je l'aille maintenant. Il a aussi retiré son veston quand il a fait Tenet. Okay. Quand il l'a écrit, en tout cas, peut-être. Donc, le sujet dont on va discuter aujourd'hui, notre sujet principal, nos prédictions pour le futur film de James Bond réalisé par notre Denis Villeneuve national. Là, on a plusieurs catégories à discuter, je pense, pour être capable de faire des suppositions. Je peux peut-être partir... Là, je sais pas pourquoi j'avais écrit réalisateur. C'était-tu parce que au niveau de Denis Villeneuve, de qui il s'entoure, mettons? C'était-tu au niveau de la réalisation que j'avais écrit ça, Étienne? T'en souviens-tu? Non, c'était... la catégorie réalisateur, c'est parce qu'on se disait, OK, qu'est-ce que Denis va amener à James Bond que les autres ont pas fait, ou c'est quoi sa force en tant que telle qui va faire que, OK, celui-là, il va être bon. Ouais. Puis je dois dire que dans la dernière semaine, j'avais comme, j'en ai parlé à Étienne, je me suis remis dans... je me suis dit, OK, Denis, mettons, dans la dernière décennie, bon, il nous a livré du gros sci-fi. Je l'ai appelé aussi Monsieur Particule parce que je trouve que c'est souvent dans le désert. Il y a souvent des particules, genre de la fumée, du sable. Denis, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est très foggy ce qu'il fait. Puis, j'ai regardé à nouveau Sicario. Oui. Parce que je me suis dit que OK, The Arrival, Blade Runner, etc. Mais c'est du gros sci-fi futuriste, mettons. Là. Mais si on revient à quelque chose de plus temps moderne, action avec des hélicoptères ou des gros trucks, des armes, etc. Sicario, on est un peu plus là-dedans. Fait que je me le suis regardé juste pour me remettre un peu dans cette affaire-là, puis je me suis rendu compte que, OK, Denis Villeneuve, je me rappelais pas, mais des fois, c'est trash un petit peu. Du moins, Sicario est trash. Il y a quand même des bouts assez intenses, là, en termes bref, sur les cartels mexicains. Mais je trouvais, je trouvais cette touche-là intéressante. Je me suis dit, OK, il est visiblement capable, notre Denis, de réaliser un film, puis de faire de l'action qui se peut, qui est très bonne, puis qui est très reconnue aussi. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Même avec Dune, quand même, c'est assez surprenant parce qu'il y a quand même des bonnes séquences de cascades, d'action, de chorégraphie, de combat qu'on n'était pas habitué de voir. Fait que, moi, je pense qu'il peut surprendre à ce niveau-là. Ouais, puis c'est pas justement dans Sicario qu'il y a comme une grosse scène de tension à la fin où il n'y a pas de musique. Est-ce que je me trompe? Ou quand ils sont en vision nocturne ou quelque chose comme ça? Là? Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. La vision nocturne qui est genre l'une des scènes les plus réputées de Sicario là, en termes de tension. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. Ouais. Je pense que son défi, c'est que les derniers... On viendra à ce qu'il va apporter, mais un de ses défis, c'est que l'action, le suspense, ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème à le faire. Mais dans les James Bond, il y a beaucoup d'humour quand même. C'est vrai. Puis ça, c'est quelque chose que, sauf erreur, on n'a pas vraiment vu dans sa filmographie jusqu'à présent. Je ne me souviens pas d'avoir ri dans Prisoners. Là, mais... Non. Même dans Incendie, non plus. Ouais, c'est ça, Incendie. Je pense qu'ils sont plus légers, c'est un 32 août sur Terre, je pense.
Mais ouais, c'est un bon point. Puis, mais en même temps, les derniers James Bond, je pense, peut-être les 3 derniers, je pense que c'était un peu plus prétentieux que les 2 premiers. Casino Royale puis Quantum of Solace. Ouais. Je trouve qu'il était beaucoup plus divertissant. Il y avait un meilleur dosage un peu entre l'humour tongue-in-cheek et les moments plus dramatiques. Je trouve qu'il manquait aux 3 derniers. Mais je pense que, là, je ne sais pas si c'est un point que vous allez aborder peut-être un peu plus tard, on peut le garder, mais tout va dépendre beaucoup du scénariste. Parce que quand même, c'est pas Villeneuve qui écrit l'histoire. J'ai l'impression qu'il doit être quand même impliqué un peu parce que je pense pas qu'il aurait signé pour n'importe quoi. Donc, il doit être un peu au fait de l'approche que la production veut. Lui et sa conjointe Tania sont producteurs aussi dessus. Effectivement. Mais le scénariste, c'est Steven Knight qui est quand même derrière Peaky Blinders. Fait que je pense que ça va donner quand même un peu. Il est confirmé. Oui, tout à fait. Oui. Fait que déjà là, je pense qu'on peut peut-être s'attendre à justement le crime organisé. Denis Villeneuve fait quand même des films très contemporains. Fait que je suis curieux de voir où on va situer un peu le ton du film. Est-ce qu'on va faire un truc très centré sur l'espionnage? Et Dieu sait, avec toutes les alliances maintenant, à cause de la présidence Trump, les alliés traditionnels s'effritent, ces alliances-là changent. Donc, est-ce qu'on va vouloir aller dans un film plus axé sur la géopolitique? Ça va être intéressant de voir. Oui, c'est ça. Mais pour revenir à ce qu'il va ajouter, c'est... Je pense que ce qui aide, c'est qu'il a dit en entrevue que il est super fan des James Bond. En fait, tout le monde a un peu grandi avec des James Bond vu que ça fait 20 ans qu'il y en a. C'est clair. C'est ça, mais il était je disais, moi aussi, j'ai grandi avec James Bond. Mais moi, c'était Pierce Brosnan, par exemple. C'est ça. Mais il y a une affaire, par contre, quelqu'un qui est fan, ça veut pas dire que ça va donner un bon film. Ça veut peut-être dire que ça va donner de la fanfiction, dans le fond. Mais avec Denis, on n'a jamais vu ça. Il a repris des franchises, il a repris des histoires qui existaient déjà. Il a repris Blade Runner. Je veux dire, tu peux tellement te planter de 12 000 façons en refaisant un Blade Runner, puis mon avis personnel, son Blade Runner était meilleur. Bon, c'est peut-être juste moi, mais bon. Dune, c'était excellent, puis encore là, Dune, lui, il est hyper fan. C'était l'œuvre de sa vie. C'est super simple de se planter, mais il est allé... je veux dire... Ça aurait pas pu être mieux. Non, il fait des films longs, émotifs, c'est ce que poignants. J'allais dire aussi. Qui paraissent courts. Ouais, c'est ça. Drôle. Exact. Je sais pas comment doser ça, là, mais j'ai comme l'impression qu'il est capable de nous sortir des grands moments qui sont parfois un peu contemplatifs, époustouflants, silencieux, mais que ça paraît pas long. T'sais. Puis après ça, il peut suivre d'une grosse scène d'action, je ne sais quoi, pour faire progresser l'histoire. Mais tout ça, ça coule assez bien. Fait que, tu sais, j'ai comme... je sais pas, je suis confiant que Denis Villeneuve va apporter une bonne touche, mais c'est vrai que James Bond, c'est pas vraiment dans ses cordes tant que ça non plus. Là. Puis au niveau de... Je pense le point sur l'humour, justement, dans James Bond, c'est pas une thématique que Denis Villeneuve, on est habitué à le voir aborder tant que ça. Là. Il fait du cinéma très introspectif. Je pense que c'est une constante de tous ses films. Mais je pense que le défi, ça va être vraiment d'amener James Bond de nos jours. Parce que on l'a vu avec les films de Daniel Craig, qu'on avait réussi quand même à renouveler, un peu insuffler du nouveau dans le personnage. Mais là, il faut que tu l'amènes ailleurs. On ne peut pas non plus juste recopier les films avec Daniel Craig. Il y a la question du classique versus revisité. Là. Je pense qu'on avait l'un de nos astronautes, que je salue d'ailleurs, JP, qui se demandait, est-ce qu'ils vont vers un personnage unique dont l'histoire se suit d'un film à l'autre? Bon, là, je sais qu'on a Amazon ont juste confirmé un film avec Denis pour l'instant. Ou est-ce qu'on revient à une formule un peu plus classique où chaque film, c'est une histoire unique en soi? Ça se parle pas forcément d'un film à l'autre, ces univers-là. Là, on est en train de faire la prospection juste pour le prochain James Bond, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être le début de... On refait une nouvelle série à la Daniel Craig où il y a des films qui se suivent, ou bien c'est beaucoup plus séquencé qu'avant, puis on essaye de faire une histoire qui se contient dans un film?
Mais sauf erreur, j'ai l'impression aussi que l'ère de Craig, il n'était pas si lié jusqu'à temps qu'il décide de les lier. C'est-à-dire que le deuxième se passait tout de suite après le premier. Ouais. Mais après ça, l'histoire, elle prend le bord complètement. Là. Il se retrouve en Bolivie à faire d'autres choses. Oui, ça commence avec le Monsieur White dans son coffre, puis là, il y a une séquence de voiture. Aussi, ce qui est spécial avec Quantum, c'est qu'il a été écrit pendant la grève des scénaristes. Là, fait qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été refaites puis botchées. C'est pour ça qu'il est un petit peu en dessous. Exact. Puis là, je pense que c'est ça, quand ils sont arrivés à Skyfall, là, ils ont fait comme le passé, ce James Bond-là, on dirait qu'ils ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur de faire un arc puis arriver dans Spec. Puis là, c'est la première fois que la Bond Girl suit pendant 2-3 films avec Léa Seydoux puis tout. Là. C'est vrai. Fait que je pense que ce qu'ils risquent de faire, ça doit être ça, de genre, tue pas James Bond à la fin. On l'a déjà fait, puis on va attendre un peu avant de le refaire. Ouais. Puis garde-nous ça ouvert pour qu'on puisse prendre le même comédien, puis là, on décidera avec une bonne idée. Tu sais, j'ai l'impression aussi que là, il va avoir fait 3 films de Dune, parce que Messiah va sortir avant James Bond à ce moment-là. Oui. Fait que je suis pas certain que, on le connaît Il pas veut se pantoute, permettre que lui-même va vouloir faire 2, puis 3, puis 4 James Bond. Là, il était attaché à un Cléopâtre, puis il doit être attaché à plein de films s'il veut. Là, fait que, puis à un moment donné, c'est comme Chris Nolan. Là, il leur reste quand même 30 ans de carrière, mais ça, s'ils n'ont jamais de faux pas, c'est comme 10 films tout au plus. Fait que tu veux choisir même tes films avant si tu fais 4 James Bond, c'est ça, là, tu vas en perdre quand même une couple. C'est clair. Reste à voir, là, ce sera quoi le succès, si ça va être accepté, s'il met Timothée Chalamet comme James Bond, puis il veut poursuivre avec. Mais c'est ça, justement, j'allais aller sur la prochaine question. Je vais juste y aller de mon côté. Je vais banter là-dessus. Moi, j'ai l'impression que ça risque probablement d'être juste un film. Avec toutes les raisons que tu viens d'énumérer, je ne pense pas que Villeneuve va se commettre sur plusieurs films. Peut-être qu'il va rester une certaine capacité comme coproducteur ou quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas oublier quand même que les premiers James Bond avec Sean Connery, il y avait quand même un lien dans la mesure où le Spectre et Blofeld étaient toujours là, étaient toujours en arrière-plan jusqu'à temps qu'on le voit finalement dans You Only Live Twice. Mais il y avait quand même cette continuité-là, qui liait ces premiers films-là. Donc, est-ce que ça va être un peu le même genre d'affaire? On verra aussi si une espèce d'organisation dans l'ombre et tout ça qui va mener sur quelques films. Mais j'ai hâte de voir. Donc, veux-tu parler avec ta prochaine question? Ça va être qui? Puis là j'en profite pour glisser la question de notre deuxième astronaute. Si Tom Holland et Timothée Chalamet sont castés dans les rôles principaux, qui fait James Bond et qui fait le vilain? Je pense que Chalamet ferait le vilain. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est parce que Holland, je sais pas s'il va l'avoir toute sa vie, mais il a encore un peu sa babyface plus. Oui. Là, puis il a l'air plus doux. Ouais, puis Chalamet a les cheveux plus foncés, puis souvent, je pense qu'il peut jouer. Soit les méchants, c'est des cheveux foncés ou des blonds platine. Mais c'est aussi que je trouve que Chalamet, il a un regard qui pourrait être un regard de méchant. Je sais pas pourquoi, ses yeux, puis ses sourcils, puis il y a quelque chose dans son dessin de visage. Là. C'est comme si quelqu'un avait sculpté sa face avec un pelle patate. Là. C'est comme, il est coupant de partout. C'est parfait pour un méchant. Mais pour ma part, j'espère que tu te trompes royalement parce que je pense que les deux, ça serait une erreur. Je pense qu'ils n'appartiennent pas dans ce monde-là. Parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque de Craig, quand il a été choisi, c'était la même chose. Quand Pierce Brosnan a quitté, les spéculations vont toujours sur c'est qui les acteurs anglais ou de colonne britannique, la couronne britannique, qui sont hot. Mais historiquement, c'est jamais du monde qui arrive. Je disais quelque part, tu peux pas être plus gros que James Bond. Faut quand même, éventuellement, Daniel Craig, dans les derniers, est devenu plus connu quand il s'est mis à jouer dans Benoît Blanc, puis des choses comme ça, dans ses Knives Out, puis plein de trucs comme ça. Mais je pense que quand il rentre, tu veux quelqu'un qui est solide, qui a des bonnes épaules. Mais c'est ça qui est encore sur le leverage de vraiment le propulser plutôt que... Fait que quand il y a Aaron Taylor-Johnson puis des choses comme ça dans les rumeurs, j'y crois pas. Là, il y a déjà une quarantaine d'années, ça pourrait aller, mais on dirait qu'il est trop connu. Là. Il a fait des Marvel, des flops, là, mais il a fait des Marvel puis des affaires. Puis là, il est dans la trilogie de 28 Years Later. Puis il
il est trop out there. Mais dans ce cas-là, ce serait qui, selon vous? Moi, mon choix. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de pression pour que ce soit lui. Ça va être Jacob Elordi. J'ai lu ça quelque part. J'ai lu ce nom-là que je ne connaissais pas tant, en fait. J'ai lu un top 3. Il y avait Tom Holland, Jacob Elordi, puis Harris Dickinson, que je ne connais pas vraiment non plus. Je pourrais aussi, mais Elordi... Il est plus costaud, il est grand. Pour l'avoir vu en personne au TIFF. Ah, tu l'as vu en personne en plus. Il est 6 pieds 5. Ouais, il est très imposant. Et tu le vois, il a un charisme fou dès qu'il est là. Au-delà maintenant qu'il est rendu très populaire auprès des jeunes demoiselles à cause d'une série Netflix. Mais il a la prestance. Il est australien, mais George Lazenby l'était aussi. Qui avait fait On Her Majesty's Secret Service. Donc, ça pourrait passer, je pense. Il disait-tu... Est-ce qu'il disait qu'il était Agent RR7? Ou, il va falloir qu'il en tout cas, s'il est capable de prendre l'accent, tant mieux, mais si... Non, mais je pense que Elordi, qui a déjà joué des Américains, là, va jouer dans Wuthering Heights avec Margot Robbie, où il y a un accent britannique. Fait que je pense qu'il n'y a aucun problème. Il a 28 ans, donc ça fait qu'il peut le faire sur une bonne décennie s'il a le goût de se commettre. Je pense que ou peut-être que ça pourrait échapper, c'est que pour l'instant, il n'a jamais utilisé sa popularité pour faire des rôles hyper populaires. Il ne semble pas vouloir prendre cette route-là pour l'instant. Est-ce que James Bond, ça sera l'exception et la chance de travailler avec Denis Villeneuve et tout ça? Mais moi, je mets un petit je prendrais le rôle, moi, pour travailler avec Denis. Oui, moi, je mets un petit 2 sur Elordi. Cachet réduit, là, je l'accepte. Exact. Qui d'ailleurs fait la créature. Puis qui va me caster. Qui fait la créature dans le nouveau Frankenstein de Guillermo del Toro aussi. Là. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il a fait Elvis, Elordi, mais dans le film sur Priscilla Presley de Sofia Coppola. OK. Fait que le méchant Elvis. Puis, un peu l'Elvis aussi. Le Elvis qui groom Priscilla, pas la version Austin Butler de Baz Luhrmann, justement. C'est ça. Moi, j'avais dans les noms aussi, peut-être un petit peu plus connu, c'est Paul Mescal, qu'on voit pas mal de plus en plus, mais lui aussi, il a une carrière de plus film indie. Je me suis il a fait Gladiator, par exemple. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est son gros le Gladiator film américain, ouais. Fait que ça pourrait être lui. Puis un que je vois bien aussi, mais ça, c'est si on y va. Vous vous souvenez qu'il y a eu longtemps des rumeurs de Idris Elba, qui est un acteur britannique de couleur noire. Fait que là, tout le monde disait, on y va, un James Bond noir. Puis là, il a genre 57 ans. Là, fait que je penserais pas que ça soit lui. Mais Damson Idris, qui jouait le pilote noir dans F1, le récent film avec Brad Pitt, là, dans le fond. Aussi, 35 ans. On dirait que les Anglais, tu leur mets un smoking sur un tapis rouge, puis ils ont toute l'air d'avoir la classe pour le faire. Au niveau de où est-ce qu'il est dans sa carrière, le fait que c'est un rising star, qui a fait ça, un blockbuster ou deux, lui, c'est je pense qu'il est grandi à Londres, là, pur britannique. Mais est-ce qu'on va aller là? Là, ça va être le premier film de Amazon qui a acheté MGM. Je pense qu'ils veulent un retour sur l'investissement et tout. Je serais bien surpris que ça soit un Asiatique, un Noir. Ça va être blanc, là, je pense. Oui, parce qu'ils vont vouloir éviter les désabonnements Amazon Prime à la tonne. Je croyais lire aussi qu'ils allaient avoir quand même beaucoup de contrôle sur la cut finale puis sur ces choses-là. Là, ça sera pas... Mais James Bond, ça a toujours été de même. Par contre, avant, c'était avec Broccoli qui avait le contrôle sur la franchise. C'est ça, mais c'est le deal qu'ils ont fait par rapport au brocoli, là, c'est ça. Ouais. Parce qu'eux, ils étaient comme, on n'est pas prêt à faire un nouveau James Bond, on veut checker. Puis là, Amazon, on dit, hey, là, nous, on a acheté, là, fait que là... On va se payer aussi le droit de mettre le pied sur le gaz. Oui. Fait que là, moyennant quelques ententes qu'on ne sait pas, c'est surtout par rapport à eux, peut-être pas par rapport à Denis Villeneuve qui vont vouloir la cote finale, là, mais par rapport au Broccoli, c'est comme, ça reste votre œuvre, mais on s'en occupe. Là. Oui, plus du tout impliqué. Barbara c'est ça qu'ils ont comme racheté. Oui, c'est ça. Elle a été tassée justement parce qu'il y avait certains désaccords sur une nouvelle approche pour les nouveaux films, puis ils ont justement dit, regarde, on te donne un montant d'argent, puis finalement, on a le contrôle artistique de la franchise. Ils ont donné Amazon Prime gratuit à vie. C'est ça. Ils l'ont invité au mariage de Bezos. Voilà. En fait, moi, j'avais 2 noms, 2 acteurs, puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui a vu comme 2000 films comme toi, là, Jean-François. Fait que mon nombre d'acteurs, mon pool d'acteurs est limité.
mais je trouvais que... En fait, j'étais un peu tanné de l'aspect beaucoup trop stoïque de James Bond, de l'ère Craig, surtout depuis que genre le personnage d'Eva Green est morte, puis là, il était déprimé pendant 7 films. J'exagère juste un petit peu. Je voulais quelqu'un qui apporte un peu soit de légèreté à l'écran, soit de intensité, mais intensité positive. Fait que j'y allais avec soit Nicholas Hoult de Renfield, et de... il vient de faire Lex Luthor aussi dans Superman. Il va être sûrement dans la conversation, je pense. Puis il doit avoir mi-trentaine, fin trentaine? Ouais, trentaine, je pense. Oui, trentaine. Puis tu sais, il est toujours comme... Il sourit, puis soudainement, quelque chose devient un peu funny. Un peu, je trouve, comme l'ère Pierce Brosnan, où il y avait toujours un petit sourire en coin, puis là, c'était comme, je suis en contrôle, puis ça va bien, puis, et non comme, j'ai une face déprimée, puis c'est lourd, tu sais. Ça dépend du ton du film, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Hoult, dans cet aspect-là, là, moi, ça me rappelle toujours de l'ère Brosnan, un petit Tomorrow Never Dies, Demain ne meurt jamais. Puis là, c'est comme un mafia, journaux des médias et tout. Là. Puis là, il pousse un quelconque henchman dans la presse, puis là, tu vois qu'il y a comme plein de sang, puis là, il dit « Il publie vraiment n'importe quoi ces jours-ci. » C'est ça la blague, tu sais. Fait un one-liner comme ça, après un kill, je sais pas si on va revenir à 100% là, mais Hoult serait bon pour faire ça. Là. Avec l'accent français, s'il te plaît. Ouais, j'osais pas la faire en anglais, c'est parfait. L'autre que j'avais, puis moi aussi, j'y allais plus coloré avec John Boyega. Juste parce que quand il amène de l'intensité, il est capable d'acter. They Clone Tyrone, il est excellent là-dedans. Il est capable de prendre n'importe quel accent. Il est capable de... C'est un bon acteur, je trouve. Puis, je trouvais que si tu veux amener du dynamisme, un peu du punch à James Bond, ça pourrait être une bonne idée. Ben, c'est la même question de est-ce qu'on va aller sur un acteur de couleur, un acteur non blanc. Probablement pas. Mais... C'est ça. Mais c'est un choix très, très valide. Ouais. Je le passerai en audition. Il y avait... c'est ça. Je sais que d'un nom, je voyais Daniel Kaluuya, mais il est moins funné. Là. Lui qui était dans Nope. Là. Boyega a plus cette bouille sympathique. Là. C'est ça. Qui est comme moins intense que Tom Holland, mettons. Tom Holland à cause de Spider-Man. Ouais, mais... Puis Tom ça Holland, serait de comme toute façon, James Bond Jr. Là. Ouais. Il est dans les... le dessin animé quand on était jeune. C'est ça. Tom Holland, de toute façon, il est toujours comme rumored pour toutes les rôles. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Film de Zelda, ça va être Tom Holland qui va faire Link. James Bond, ça va être Tom Holland. Mais tu sais, sachant ça a été le cas pour... qu'il y a 2 autres Spider-Man, c'est parce qu'il a signé pour une nouvelle trilogie. Il va apparaître assurément dans le dernier Avengers. Fait que je pense que son slate est pas mal occupé. Effectivement. Toi, Baptiste? j'avais mis Tom Holland ou Jacob Elordi. J'étais allé voir en lisant les différents pronostics. Là. Je me suis pas prononcé sur un autre type d'acteur, mettons, un peu champ gauche. Mais c'est drôle, j'ai fouillé par curiosité. Je me suis dit, Denis, est-ce qu'il a des acteurs récurrents avec qui il travaille? Il y a eu Jake Gyllenhaal, mais ça fait longtemps. Puis il y a eu juste 2 films. Puis il y a eu Josh Brolin, par contre, qui est comme revenu. Puis je me suis dit, pas en acteur principal, je verrais pas Josh Brolin, mais je me disais, est-ce qu'on le verrait dans un acteur secondaire, tu sais, dans James Bond? Je sais pas. Il est américain, Brolin? Il est américain. Il pourrait jouer l'agent de CIA, j'ai oublié son nom, là, qui est revenu souvent dans les films à travers les époques. Celui que Jeffrey Wright faisait. Puis... Felix Leiter, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, ça pourrait être pas ça serait quand même drôle, parce que si vous voulez une petite anecdote, fun fact, le père de Josh Brolin, James Brolin, devait jouer James Bond. Ah ouais, après quand Roger Moore a pris sa retraite. Ah ouais, hein? Il faisait partie des choix et il y avait Pierce Brosnan qui devait faire The Living Daylights. Mais Brosnan était sous contrat pour une série télé qui s'appelait Remington Steele. Donc, quand la production a su qu'il y avait le rôle de James Bond, que les producteurs intéressés, ils ont greenlighté une nouvelle saison pour mousser les cotes. Et James Brolin
était vraiment dans la discussion. Puis je pense, je me demande hein. pas même s'il avait presque eu le rôle, mais parce qu'il est américain, on a comme hésité à la dernière seconde. Et finalement, c'est Timothy Dalton qui a eu le rôle. Puis Pierce est repris plus tard. Pierce est repris en 95, à ce moment-là. Mais ce qui est le plus ironique, Dalton est peut-être le moins bien aimé des James Bond, mais c'est celui qui correspond le plus à la description d'Ian Fleming dans les romans. Ah ouais, OK. C'est lui qui est le plus près du personnage. Fidèle des romans. Puis est-ce que dans les acteurs qu'on a nommés, qui serait le plus près de la description, là, sais-tu? Moi, je pense que c'est Lordy. Ah ouais, OK. Ouais. Longueur d'avance. Une tête plus haut et une longueur d'avance, c'est ça? Côté méchant? Ouais, côté les méchant. méchants. Je pense pas qu'on va aller avec Blofeld puis Spectre, qui est comme un des trucs les plus connus, parce que c'est exactement ce qu'on vient de faire comme arc. Ouais. Fait que je pense pas qu'on va tout de suite rebooter ça. Dans l'univers connu, Dr. No est quand même un nom. Dr. No ou Goldfinger, là, qui sont pas mal les méchants iconiques. Mais des fois, tu veux pas justement reprendre celui qui est iconique. Puis comme tu dis, si c'était, t'avais dit précédemment, si c'est un conflit plus géopolitique, international, peut-être que ça va être un nouveau méchant pas connu, pantoute. Là, un peu à la Le Chiffre quand il est arrivé avec Casino Royale, là, juste comme un méchant. Lui, c'était plus une histoire toute d'argent puis tournoi de poker, là, mais juste... tu sais, je mentionnais pour la joke, mais quand Jonathan Pryce fait le méchant dans Demain ne meurt jamais, Tomorrow Never Dies, mania de la presse qui veut tout contrôler, on peut être là. C'est sûr qu'on dirait que les trucs d'intelligence artificielle, on est comme tanné que ça soit les méchants. Là. Pas James Bond, mais voyons, Ethan Hunt, les Missions Impossibles viennent de le faire, puis on dirait que ça n'a pas tant enlevé. Là. Fait que, mais quelque chose qui serait quand même le contrôle de l'information, qui est très actuel aux États-Unis d'Amérique et partout. Ou s'ils osent une figure problématique au pouvoir, une figure politique avec des ambitions. Un agent de secret. Je ne sais pas si... est-ce qu'on va vouloir faire une semi-critique de la présidence de Trump? Je ne sais pas si Bezos va autoriser ça. En même temps, il faut que James Bond il travaille sur un conflit international, mais il n'y aura pas comme abattre un président. Là. Non, pas dans ce sens-là, mais ça peut être... est-ce que les Américains peuvent être dans le décor quand même, comme je dis, une question d'alliance avec la Grande-Bretagne? Puis Denis Villeneuve joue beaucoup sur la trahison aussi dans ses films. C'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, est-ce que il pense qu'une alliance se tient finalement? Oups, non, finalement, tu m'as trahi. Felix Leiter joue contre lui ou je sais pas. Mais il y a un arc qu'on a vu quelques fois. C'était plus dans l'idée. Vas-y, Étienne. Moi, j'avais noté comme rien de particulier, sauf que j'aimerais ça que ce soit une twist, le méchant, ou que ce soit un peu comme Bourne Identity, ou Bourne, la trilogie originale de Bourne, où il se bat un peu contre son organisation. Quelque chose de même. Tu sais, dans le fond, que le méchant, ce soit M, mais semble qu'il y aurait une dynamique le fun. Moi, je dois obligé d'aller comme dans l'international ou dans le... Tu sais, juste il essaie de survivre, puis quelque chose. Et d'ailleurs, quand j'ai vu, ça me fait penser, parce que quand j'ai vu Skyfall, il était déjà sorti il y a quelques semaines, je ne l'avais pas vu les premiers jours. Puis là, j'attendais, oh my God, il y a une twist de la mort, puis il y avait tout un truc. Fait que moi, je pensais vraiment que c'était ça. Moi, je pensais que M... Judi Dench allait... que M serait méchant, ou que Ralph Fiennes jouait dans le dos de, puis finalement, ce serait lui Blofeld, ou quelque chose comme ça. Finalement, c'était pas ça pantoute. Fait que j'avais été déçu, finalement, par un peu. Ouais, c'était quoi la twist? M mourait. Judi Dench mourait la même fois. C'est pas une twist, c'était un événement. Oui, mais c'était comme tout le monde... Puis voyons donc, tu sais. Mais fait que oui, ça pourrait être intéressant, effectivement, d'avoir quelque chose plus de l'interne, plus des dédales, des agences d'espionnage et tout ça. Ou une figure peut-être à la Elon Musk aussi, ça serait peut-être pas étonnant d'avoir quelqu'un. Comme il vient d'avoir dans le Naked Gun. Hein, mais... ouais, mais Tomorrow Never Dies, on est un peu là-dedans aussi, là, ce genre de mégalomane qui veut contrôler, avoir accès à l'information et tout ça. Fait que... Le deuxième Knives Out aussi. Ouais, c'est vrai. Elon Musk était pas mal dedans. Là. Tu parlais de Skyfall. C'est dans Skyfall que c'est Javier Bardem, le vilain. Ouais. Puis c'est comme dans GoldenEye, c'est un ancien agent
est déchu, qui est viré de l'autre bord et tout. Fait que c'est aussi là, mais une forme de trahison. On le voit pas avant comme 1h40 dans le film. On sait pas quand il apparaît, on est comme attends, c'est qui lui? Tu sais, j'aimais mieux Trevelyan dans GoldenEye, il est là au début, il se fait tuer. Ah non, finalement, c'est lui le méchant. C'était super campy, là, puis c'était super comme cliché. Mais il y avait de quoi de fun là-dedans, je sais pas. Quand j'avais 10 ans, je l'avais pas vu venir. Quand il revient. C'est ça. Je m'étais... OK, ça, c'est un petit fantasme. Je pense pas que ça arrivera. Mais mettons, je m'étais dit... Hein? Non. Je passe pas au Bond Girl tout de suite, je reste dans les méchants. Okay. Mon fantasme, ça serait de revoir Gary Oldman jouer un méchant. Ouais. Moi, Gary Oldman dans le 5e élément, la nostalgie, mais dans Léon le professionnel. Oui. Il est juste excellent. Tu sais, je me dis, ça serait cool. Mais tu sais, il le joue fou un peu, puis les méchants dans James Bond sont pas toujours complètement fous non plus. Là. Ça dépend des James Bond. Fait que je sais pas. Bref, c'est juste je m'étais dit Gary Oldman. Sauf erreur, il a pris un coup de vieux un peu. Ouais, quand même. Ouais. Surtout avec la série Slow Horses là, Okay. Ah ben il est pas super, mais 67 ans. Là, fait que, c'est ça. C'est pas impossible, mais à la limite, ça serait intéressant. Ça te ferait Moi, j'aimerais qu'il y ait un contraste entre les deux. Parce que je dois avouer, c'est ce qui m'a fait, j'aurais pas détesté, mais beaucoup moins aimé Superman cet été. Je trouvais que Superman et Lex Luthor... Ils sont pas supposés avoir le même âge. Là. Effectivement. Je trouve que Luthor était trop proche en âge de Superman. Et c'était impossible. En tout cas, j'ai beaucoup de misère à accepter tout le génie qu'il a à 32 ans, 33 ans. Qui va réussir à créer une faille quantique puis faire des ultra-dimensions et tout ça. Alors que quelqu'un qui aurait eu 60 ans, j'aurais cru. Un peu comme dans le dernier James Bond, le fait que Rami Malek, on nous dit pendant 4 épisodes, 4 films que c'est Spectre qui est tellement gros derrière tout ça, puis finalement il arrive un gars plus jeune que lui qui est comme non, moi je suis au-dessus de ça, même j'ai tout niqué sur là. Je sais pas. Là, on dirait qu'à force de surenchérir, vous saviez plus où aller. Là. C'est vrai. Fait que, mais oui, c'est vrai qu'à un moment donné, la sagesse et l'expérience ça rend ça plus crédible que tu sois un grand philanthrope avec un agenda caché. Oui, tout à fait. Mais maintenant, on peut parler de fantasmes et de Bond Girls. Ouais, vas-y, Mathieu. En fait, excuse, j'avais-tu des points là-dessus, moi? Eh là là. Non? OK. Je vais y aller en mode plus impro. D'abord, fait que là, on a parlé des Bond Girls, du fait que c'est vrai que souvent, dans la tradition des James Bond, on change de Bond Girls à chaque film. Là. Il n'y a jamais vraiment de... En fait, la seule qu'on est censé voir à chaque fois, mais qui n'est pas une Bond Girl, c'est Moneypenny. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... là, on parle juste d'un film, là, fait que je ne sais pas si on essaye de guesser qui serait la Bond Girl et est-ce qu'elle pourrait perdurer dans le temps plutôt que de juste durer un film? Ça serait intéressant. Bien que Léa Seydoux était dans 2 des films de Craig. 2 ou 3, je ne me souviens plus. Elle arrive-tu juste dans... dans... Dans OK, elle arrive juste dans Spectre. OK, c'était pas dans Skyfall. OK. Écoute, moi, tu parlais tantôt avec qui Denis Villeneuve a tourné. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup de cœur pour Zendaya. Je l'ai déjà entendu parler d'elle. Il y a une grande admiration. Il est prédit qu'un jour, elle va réaliser des films. Fait que Zendaya pourrait être vraiment intéressante. Je pense qu'elle a le côté exotique. Elle a la force de caractère aussi. Je pense qu'elle serait une Bond Girl plus redoutable. Je pense qu'elle est moins occupée que Tom Holland pour les prochaines années. Ouais, ou qu'elle choisit ce qu'elle fait. Ou qu'elle choisit. Donc, moi, je le mettrais en haut de ma liste, Zendaya. Mais est-ce que je vérifie au même moment, là? Ah, OK, elle est plus vieille que je pensais. Elle a 29 ans. Fait que, tu sais, faudrait pas que ce soit un Bond de 44, là, parce que c'est comme tout le temps ça, là. Moi, je pense qu'on va avec la jeunesse. Une Bond girl comme 12 ans plus jeune. Là, en fait, n'importe quel film, les actrices sont toujours vraiment plus jeunes que les hommes. Puis et Lordy a 28. OK, c'est ça. Fait que tu vois, ça se tient plus. Est-ce qu'à ce moment-là, si elle est plus connue, est-ce que... pas connue, excuse. Si elle reste dans l'histoire, est-ce que ça pourrait être
Non, la bonne girl peut pas être une autre personne du MI6, ça n'aurait comme pas de sens. Ça serait juste un flirt de travail, finalement. Ouais. On sait jamais. On peut prospecter là-dessus aussi. Là. James Bond, The Office. Oui, c'est ça, exact. Genre Pam puis Jim, là, qui... c'est bon. J'aime ça. Puis, finalement, c'est là que Tom Holland est dans le film, elle est comme en couple avec. Fait que c'est comme méta. Puis là, Elordi essaie de briser le couple tranquillement. Avoir un petit caméo. En regardant la caméra puis en faisant des petits sourires. Des petites faces de... En fait, tu mets Tom Holland comme Q. Et là, t'as la bande. Oui, c'est vrai. Ben, le pire, c'est que là, ça fitterait un petit peu plus Tom Holland en tant que Q, tant qu'à moi. Ben oui, du côté nerd, je pense. Ben, c'est le dernier, Ben, j'ai oublié son nom, là. Ouais. Il était plus nerdy, justement, aussi. Honnêtement, j'avais pas trop pensé à ça parce que je veux dire, c'est nul si on dit juste des filles qu'on trouve belles. Là. Genre, il y a un peu plus complexe que ça. OK, ben regarde, je twist la question. Votre Bond Girl préférée en termes de son impact sur l'histoire? Ah. Eh, mon Dieu. Ben, celle qui me vient rapidement à l'esprit, c'est celle, tu sais, Xena, puis... Xena on a top. Xena, ouais, c'est ça, Famke Janssen, puis celle de Sophie Marceau, qui sont dans l'ère Brosnan. C'était comme des Bond Girls qui finalement viraient les méchantes. Fait que ça, en fait, c'était les mauvaises Bond Girls, parce que ça a toujours existé. Tu avais toujours une bonne Bond Girl puis une mauvaise Bond Girl. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est Natalia, puis fait que tu vois, finalement, j'oubliais même c'était qui les bonnes. Oui, parce qu'il finit toujours en écant, Pierce Brosnan. Finit à coucher avec les deux. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais Anna de Armas, quand même. C'était dans Spectre. Non, c'est dans le dernier. C'est dans le dernier No Time to Die. Okay, c'est ça. Mais là, c'est singulier parce qu'il ne couche pas avec. Non, effectivement. Mais elle était très badass. Elle a rajouté quelque chose vraiment. Puis dans les plus vieux, écoute, ça fait tellement longtemps que je les ai vus. Mais ouais. À l'époque, Roger Moore, il n'y en a pas. Jane Seymour était très bonne, mais ça ne changeait rien vraiment à l'histoire. Ben, c'est ça, c'est que souvent, il était juste trophée dans le film, puis la titre. Ouais. C'était dommage. Oui, ben, mais c'était l'époque des années 60, années 70, c'était comme ça. Je pense que c'est plus dans les années 80. Je me rappelle, License to Kill, quand même, je pense que c'était une agente de la CIA, ou en tout cas, était une assassin. Puis c'était une des premières Bond Girls vraiment là, qui était impliquée dans l'action. Carrie Lowell, je me rappelle plus de son nom de Bond Girl, mais mais moi j'allais juste dire est-ce que Villeneuve va oser prendre une Québécoise? Une Charlotte Lebon. Oh! Ça pourrait être... ça serait quelque chose. Puis il y en a quand même eu plusieurs des Bond Girls, mettons, qui étaient jouées par des Françaises. Oui. Carole Bouquet, entre autres, quand même, une Québécoise. Qui débutait. Ouais. Ça se pourrait très bien, Léa Seydoux, effectivement. Fait que ça se pourrait. Est-ce qu'il oserait jouer dans la cour et dire « Je vais faire un petit clin d'œil au Québec avec ça », mais... Ouais, c'est ça. Magali Lépine-Blondeau. Non, mais... je sais pas. Moi, j'ai repensé, puis je crois que dans ceux qui m'ont marqué, il y avait quand même Halle Berry, même si c'était pas un très bon film, mais c'est qu'il reprenait la scène du couteau qui sort Dr. de l'eau. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme un clin d'œil à ça. Là. Que finalement, dans Casino Royale, c'est... c'est lui qui est inversé. C'est lui-même qui sort de l'eau en étant plus flexé que jamais, mais que ça n'avait pas l'air de ça. Qui se met à la veine, du coup, il va être pété tellement il se contracte le chest. Là, mais bon. C'est ça. Il va faire comme 100 push-ups en dessous de l'eau. Là. Oui, c'est ça, exactement. Mais Carole Bouquet, elle était quand même une très bonne Bond girl. C'était quel film? C'était For Your Eyes Only. Puis elle vengeait la mort de son père avec l'arbalète et tout ça. Fait qu'elle était quand même très, très au cœur de l'intrigue dans des scènes d'action. Ce qui était juste malaisant, tu parlais des écarts d'âge. Le rendu là, il y avait comme une vingtaine d'années entre elle puis Roger Moore. Puis Roger Moore était dans ses derniers. Et oui, c'était son... Il en a fait 2 autres par après, donc il était dans la cinquantaine à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu peux imaginer. J'avais bien aimé Michelle Yeoh.
Oui, j'avoue, oui, tout à fait. Je trouvais qu'il y avait une bonne complicité avec Bond, puis ils ont la même job. C'était encore une fois une situation The Office. Dans le fond, je veux juste regarder The Office, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Ben oui, la blague aussi de genre, je m'occupe du message, puis finalement, le clavier est en chinois, là, en mandarin. Puis, la scène de moto menottée. Finalement, il va falloir que je réécoute Tomorrow Never Dies. C'est lui qu'on cite. Tomorrow Never Dies est excellent. Mais c'est vrai que Michelle Yeoh, c'est peut-être la plus athlétique des Bond Girls qu'on a eues parce qu'elle a fait du kung-fu pour le vrai, elle faisait ses propres cascades. Fait que moi, j'avoue que c'est très bon. Ça serait cool de... Ouais, en tout cas, vas-y. En fait, je voulais quand même enchaîner, vu le temps. Chanson préférée. Ouais. Votre chanson préférée de film James Bond, tant qu'à être encore dans Tomorrow Never Dies, je vais le dire tout de suite. Moi, c'est une de mes préférées. Ah oui? Celle-là. Puis... C'est Sheryl Crow. Casino Royale, puis celle d'Adèle. Oui, c'est Sheryl. Skyfall, moi, c'est ma... Skyfall est excellente. J'avoue que Skyfall, oui. No Time to Die aussi, quand même, de Billie Eilish. J'aime beaucoup les classiques. Goldfinger, pour moi, demeure un des meilleurs aussi. Celle de Wings, là? Ouais, Paul McCartney. Live and Let Die. Live and Let Die. C'est cool, ça, ouais. Mais c'est une... Puis ça, c'est hot. Mais c'est vrai que je suis un gros fan de Casino Royale, puis donc de celle de Chris Cornell, qui détonne un peu du reste, là, et comme plus pop rock, avec bien de la guitare acoustique, un peu joyeuse, mettons. Mais c'est parce que honnêtement, j'ai écouté bien des James Bond, puis souvent, je skippais le générique, là, sauf au cinéma, évidemment, parce que je trouvais ça long. Ah ouais, hein? Puis Casino Royale, c'est un truc que je trouve le fun, là, avec tous les jeux de cartes puis les affaires. Puis lui, je me souviens quand j'étais jeune, là, des fois, il y en a que trouvaient ça long. Là. C'est vrai qu'il y avait des génériques quand j'étais jeune. Des silhouettes sexy, puis là, ça fond, puis ça coule. GoldenEye, il était long. Là. Tina Turner, je m'excuse, là, mais... long, la toune. Mais moi, je dois avouer que j'ai... plaisir coupable, vu que j'étais dans les années 80, A View to a Kill de Duran Duran, puis The Living Daylights de A.A., qui est de la pure pop. OK, c'est ça. Ouais. C'est vrai que récemment, c'était plus pop langoureux, là, aussi. On pense à, on a nommé Adele, puis Billie Eilish, mais Sam Smith, ça en était un qui était quand même rough, là, je trouve, là. Writings on the wall. Ouais, mais ça revient au... C'est-tu moi ou... Radiohead avait écrit une tune pour Spectre qui n'a pas été sélectionnée, puis ils ont dit c'est pas grave, on la release quand même. Okay. Puis si vous l'avez jamais entendue, allez chercher ça. Elle est écœurante. C'est excellent. Ça me sonne une cloche que tu racontes. J'ai oublié cette affaire-là. Elle s'appelle Spectre. OK. Trouvez-la. Fait que ça doit être juste une question de direction là, qui voulait de quoi de plus... Ouais, probablement, ou de popularité de l'artiste. Ça serait qui l'artiste populaire en ce moment, vous pensez? En ce moment, ça va être dans 3-4 ans, là, mais... Écoute, moi, j'ose encore là, s'il veut faire un clin d'œil au Québec, Charlotte Cardin. Ah oui, c'est vrai. Je pense tu l'avais nommé dans un de nos épisodes. Oui, j'avais déjà... Ça serait vraiment hot. Je me souviens de trucs assez dansants, là, mais sûrement capable. Très ambiance aussi. Là, elle est capable elle est très passe-partout quand même, puis elle est capable de faire autant en anglais qu'en français. Moi, ce serait le fun. C'est plus souvent des femmes? Oui, quand même. C'est ça. C'est pas alternance un pour un. Vraiment. Pas tout le temps. Je pense qu'il y a des fois, c'est des duos. Mais, comme avec Jack White puis Alicia Keys. Ouais, puis j'étais un énorme fan de Jack White, mais c'est une des tunes les plus plates sur un des films les plus chaotiques. C'est ça. Tu sortais vraiment d'un bon film avec Casino Royale puis tout, puis là, ils sont arrivés avec l'autre, puis t'es comme, blockbuster d'été de film d'action, c'est juste que c'est James Bond dedans. Là, puis t'es comme, je sais pas. Sinon, écoute, est-ce qu'on irait... avec Olivia Rodrigo, quelque chose, Sabrina Carpenter. Ça peut très bien. Peut-être dans cette zone-là encore là, dont Cardin s'inscrit un peu. Du côté homme, Bad Bunny ou Post Malone, je sais pas trop. Est-ce qu'il est assez hip, Villeneuve pour ça? Ou il est plus classique, je sais pas. Oui, c'est ça, Tyler, the Creator. Non, c'est plus dur à dire, finalement. C'est moi qui ai posé la question, mais... Moi, je voterais pour Cardin. Ça serait vraiment... Ouais. C'est un bon long shot.
J'ai pas d'idée tant que ça là-dessus, pour vrai. Je vais être honnête. Cardin, je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon choix. Mais pas plus d'idées que ça. Ça doit être compliqué. Jaser des personnages. J'allais dire l'agenda de faire un James Bond. Tu sais, nous, on a du fun, là, on en parle pendant 1 heure, là, mais Denis c'est réglé après. Denis prend des notes en ce moment. Là. Oui, c'est ça. C'est plus un brainstorm, là. On n'est pas final sur nos choix. Je suis certain qu'il doit y avoir un gros board là, avec toutes sortes de noms, toutes sortes de postes. Avec la laine rouge. Non, on envoie notre épisode ensuite à Denis, puis tous ses choix sont faits. C'est parfait. S'il y a un personnage secondaire que vous aimeriez spéculer sur, y en a-tu un? C'est lequel? Ben toi, tantôt, tu parlais de la CIA, mais en tant qu'un adjoint, ou tu veux dire plus le rôle ou le comédien? MQ, Moneypenny. Peu importe le rôle, l'acteur, quelque chose que vous aimeriez voir, n'importe quoi. Personnage secondaire, go. Ben, j'aimerais mieux. C'est sûr que ça prend un Q. Là. Tu posais les questions. Tu posais la question d'entrée de jeu. Je pense que c'était Baptiste qui avait dit celle-là. Si tout est juste comme de l'intelligence artificielle puis de l'assistance virtuelle, là, un peu à la Iron Man, des affaires, ça va me faire chier. Là. Fait que faudrait quand même que ça soit quelqu'un qui dialogue avec lui puis qui lui offre. On va peut-être revenir aussi, les derniers, je pense qu'il l'avait moins, là, la scène de présentation de gadgets. Si c'est un fan de l'iconicité de James Bond, je pense que ça va en prendre une. Genre, la scène qui revient à chaque fois où il arrive dans un garage, puis il y a plein de monde qui travaille sur tous les gadgets, puis toutes les affaires. Puis juste ça, je suis comme, remettez-le moi, s'il vous plaît. J'aimais tellement ce moment-là. On dirait que dans James Bond, le premier moment que j'attendais, c'était toujours cette scène-là. Genre, c'est quoi les gadgets qu'il va avoir? Je sais pas. Fait que oui, Q, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette personne. Comme Q Gervais. Faudrait qu'il fasse un anti-carabine de Chekhov, puis que, mettons, au début de sa mission, parce qu'il donne toujours 2-3 items, puis il se sert exactement de ces items-là. Mais faudrait qu'il remette quelque chose, genre, ça, c'est un stylo qui explose, puis à la fin du film, il dit, je n'ai pas eu besoin, finalement. Genre, quoi? Attends. Puis il l'active avant de le donner. Ça serait drôle. Il pourrait même faire une version pour enfants, genre... Dans cette situation, James Bond va-t-il se servir du stylo? Oui, c'est ça. Puis là, faut que tu un film interactif. Attends un peu, un film interactif. Amazon serait peut-être capable de faire ça sur Prime. Oui, c'est vrai. Comme l'autre l'a fait sur Netflix. Aussi l'utiliser. Je pense que ça serait ça. M, tu sais, c'est iconique que c'est le nom du boss, puis tout le monde a des noms, mais ultimement, tu sens que ça... C'est comme sa job va être donnée par quelqu'un, mais récemment, elle avait beaucoup plus d'impact que je dis elle parce que c'était Judi Dench, mais que même quand c'était Ralph Fiennes, on dirait qu'ils l'ont gardé. Il s'appelait Q. Non, il s'appelait M aussi. M, oui, c'est avait changé de quand quelqu'un prend le poste, il devient M. OK, c'est ça. Fait que je suis moins iconique. Je pense qu'ils vont justement mettre une face connue pour que ce soit sympa. Peut-être qu'ils garderaient Ralph Fiennes. Je sais pas. Non, parce que ça créerait une forme de continuité. On peut mettre Gary Oldman aussi. C'est vrai que là, Gary pourrait servir. Mais on dirait que si c'est Gary... Peut-être que trop contrastant avec Slow Horses, par contre. Ou si c'est Gary Oldman... Il gère les mauvais dans le dedans. Si c'est Gary puis qui est trahi... écoute, on n'invente plus des films complètement, mais ça peut ressembler au premier Mission Impossible où c'était John Voight qui est comme vraiment plus vieux que les autres puis que finalement, ultimement, c'est avec la gomme. Voilà. Fait que Gary Oldman soit 100% méchant ou 100% gentil. On veut. Si c'est lui, il ne faut pas qu'il veuille. C'est ça, ça peut pas être... c'est ça. Tout à fait. Moneypenny, ce serait... Ce serait le fun qu'il amène une certaine twist. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça. Mais je pense que ça pourrait être un gars? Ben, je pensais exactement ça. Ça pourrait être un gars, mais mais peut-être qu'il... Je pense pas qu'ils remettent, mettons, on va mettre un homme homosexuel parce que j'ai l'impression que ça va juste fâcher le monde. Ils vont dire, c'est pas ça, mon mais lui, mais il peut aussi. Ben n'était pas gay dans le Cube avec Daniel Craig? Ben non, c'était. Il était peut-être homosexuel, mais c'était une femme dont le nom m'échappe, là. Une fille noire, non, je parle pas de Moneypenny, mais Q, fait que ils ont quand même déjà. On le sait-tu vraiment? Ben, il me semble que oui. OK. Il me semble que dans un des derniers, c'était comme plus...
assumés, mais en tout cas, mes souvenirs sont c'est juste que, flous. tu sais, d'un certain point de vue, ça serait genre je sais même plus combienième film de James Bond, ça approche le 30, là. En tout cas, soudainement que ça a toujours été une fille, puis pour Moneypenny, puis on la courtise, puis là, de dire, là, c'est un gars, puis elle croise même pas, puis ils jouent ensemble au pickleball. Tout le monde serait comme, quoi? Au pickleball. Je veux voir ça. Ben oui, c'est sûr que j'aimerais, mais des fois, on se rapproche d'un OSS 117 finalement quand on dédale trop. Jean Dujardin en tant que James Bond, c'est parti. Oui, c'est ça. Jean Dujardin, là. Fait que... OK. On a parlé de l'enjeu un peu. Ouais, j'ai envie de vous lancer une curveball. Je veux juste savoir, en fait, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de pas juste comme reboot, mais aussi retourner dans le temps, dans les années comme 50, 60, puis de repartir James Bond à l'ancienne? Parce que, de toute façon, l'espionnage moderne, c'est plate. C'est plate. Mais je veux des gadgets, tu sais, qui... OK, c'est un gadget qui était cool dans le temps, mais qu'aujourd'hui, on fait comme c'est drôle qu'ils trouvent ça pratique aujourd'hui, tu sais. Tu sais, je sais pas, retourner dans le temps que l'espionnage sur le terrain avait plus de sens. Très bonne question. Ouais, Puis moi, je pense que je serais pour en grande partie. Parce que les derniers films avec Craig, même s'il était quand même bon dans l'ensemble, la formule commence vraiment à taper. Puis je trouve qu'on a de la misère à se sortir de ça. C'est le gros problème, entre autres, de No Time to Die, là, que Rami Malek, encore le gars qui, dans son lair, puis il s'en va le shuttle dans son repère à la fin, puis il est mégalomane, puis il veut détruire le monde, whatever. Fait que c'est comme, on l'a tellement vu, alors que de remettre ça dans le cadre de la guerre froide, fin des années 50, début des années 60, là, pour être intéressant, tu peux jouer même avec ces codes-là, ces stéréotypes-là, sans que tu te verses dans la blague comme au OSS 117, mais jouer un petit peu avec ça, ça peut être intéressant. Je suis pas mal certain que, là, tu as fait l'ouverture sur la guerre froide, qu'avec le contexte économique maintenant, là, c'est-à-dire que Amazon a acheté le film, veulent le sortir partout, ils ont leur plateforme, ça va tout être des faux noms de pays, là. Où il n'y aura juste pas de nom de pays, mais je pense pas. On peut mettre une espèce d'accent d'Europe de l'Est qu'on ne sait pas trop, quoi que ce soit. Flou, mais je pense pas qu'ils vont dire la Russie sont des méchants. Ils oseraient comme pas faire ça, même si en ce moment c'est pour ça. Non. D'après moi, ça va être. Est-ce qu'Amazon Prime est disponible en Russie? Je sais pas. Probablement en Russie. Alors que l'Union soviétique, là, ça passe. Imaginez s'ils nous ressortaient la scène où ils sont dans l'espace, dans Moonrakers, puis ils ont une navette spatiale qui tire des lasers, man. C'est chaud. C'est excellent. Moi, revenir dans le temps juste pour revoir des trucs de même de le sci-fi, c'est genre une navette spatiale qui tire des lasers. Je trouve ça j'ai l'impression qu'il je sais pas, qu'il irait pas aussi loin dans le passé. Moi, sinon, si on nommait guerre froide, là, peut-être les années 80. Non, 80, c'est trop cliché. 70, peut-être? Mais pas 40-50. Je sais pas. Mais en même temps, X-Men First Class, ils l'ont fait dans les années 60, début 60. C'était vraiment très bon. Ouais. Puis parce que, tu sais, mettons, quand tu regardes ça, c'est drôle, on a nommé OSS 117, mais c'est ça qu'ils ont fait au OSS 117. Ils sont repartis dans le temps, tu sais. Ouais, ils parodiaient l'époque de Sean Connery, c'est ça. Ouais, exactement, ils parodiaient cette époque-là, mais tu sais, je veux dire, ça a super bien fonctionné. Mais c'est vrai que des films d'action contemporains... Il y en a 1 ou 2 semaines là, qui sort. Là. Ils sont tous pareils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis on dirait qu'on ne sait plus c'est quoi, c'est ça. Là, on avait la question de l'enjeu principal. Mais tu sais, dans les temps modernes, les films d'action, on dirait que l'enjeu principal, c'est toujours plus gros. Tu sais, je sais pas. À un moment donné, on est comme, OK, mais là, qu'est-ce qu'on vise au final? Un jour, y a-tu quelqu'un qui va détruire l'univers? Tu sais, je sais pas. Là, mais Star Wars épisode 10, une Death Star qui détruit l'univers au complet. Check-moi ça s'en vient. C'est là que James Bond va dans l'espace. Finalement. Et ça donne Arrival. Mais c'est un peu ce qui est arrivé à la fin. Faut pas que ta première aventure de ta nouvelle mouture soit, je sais pas, genre 180 bombes atomiques qui vont exploser partout, puis on dirait que c'est trop gros en partant. Ça marche pas. C'est sûr qu'il y a une idée de domination puis de contrôle. C'est pas juste quelqu'un qui fraude l'impôt, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça soit une affaire de s'enrichir que juste tout détruire là, en partant. Là. Ouais.
des sweatshops. Là. Il va fermer plein de sweatshops d'enfants qui font des produits d'une marque très populaire avec un genre de crochet. Mais un crochet. On va juste flipper le crochet. Oui, c'est ça. Les crochet noir. Les enjeux, ça va être les tarifs douaniers. C'est ça. Permettre de transporter l'acier d'un pays à l'autre. Sur ces belles paroles, Jean-François, Patrick, merci. Merci. On est vraiment contents. Ce fut un grand plaisir. C'était un plaisir d'être à bord de l'aventure, messieurs. Vous avez dit top. La mission principale de l'épisode est terminée. Mais on vous invite à chiller avec nous au Spatioport, dans la zone VIP, où on jase de ce qu'on a découvert dans le dernier mois, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, un board game. Et pour commencer, mon cher Étienne, vas-y donc. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans le dernier mois? Avec ton crit, tu me donnes l'initiative. My God. OK, c'est parti. Écoute, j'ai envie de te parler d'un jeu. Ouais. Le jeu, c'est Silksong. Oui. Hollow Knight Silksong. Mais d'abord, je dois te faire une mise en contexte. Et je vais partir mon chrono parce que je vais le faire à la Denis Villeneuve pendant 1 minute. Juste pour toi, Baptiste, et pour ceux qui nous écoutent. So basically, I went to the bibliothèque and I saw the game Kingdom Come Deliverance 2, and I thought I will rent that game at the bibliothèque, and then I played and it was amazing. I deeply love Kingdom Come Deliverance 2, but one night I was at home and I thought, you know what, I need to play, but I don't want to go in the basement. I want to play on my couch. So I went and got my Switch, and a new game had come up. It was Silksong, and I thought, well, just for tonight, I'm going to play. Like I say to my friend Timothée all the time, sometimes you have to try another angle. So then I played the Silksong for one night and it was over. Goodbye, Kingdom Come Deliverance 2. It's over. I deeply love Silksong now. OK, ma minute est faite. Le pire, Étienne, c'est que j'ai dû retenir 20% de ce que t'as dit tellement je faisais juste rire de ce que j'entendais. tu réécouteras quand le montage sera fini pour le check-up. Mais ouais, c'est ça en gros. Kingdom Come Deliverance 2, c'est excellent, mais une fois commencé Silksong, oublie ça, ça a pris le bord. Silksong, c'est la suite de Hollow Knight, un jeu de 2017 fait par Team Cherry. Si je ne me trompe pas, c'est une équipe de 2 personnes. C'est un studio, ils sont 2. Quand même. Ouais. Puis Hollow Knight avait gagné un Best Debut Indie Game, je pense, au Game Awards, quelque chose comme ça. Puis là, ils ont décidé, hey, on fait une expansion, on fait un DLC. On va l'appeler Silksong. Puis ils ont commencé à travailler dessus. Puis à un certain point, ils ont fait comme, OK, attends un peu, on peut faire juste un autre jeu avec ça. Et là, c'est là que la saga Silksong a commencé. Si vous n'avez pas suivi ça, on s'attendait à ce que ce soit sorti en 2019, puis en 2020. Puis là, à un moment donné, il y a eu un silence radio. Après avoir une démo jouable à un événement Nintendo, il y a eu un silence radio, on ne savait pas ce qui se passait. Puis le jeu est sorti cette année. Il est sorti en septembre, en 2025. Ça a pris... Il y a eu 6 ans de retard. Juste parce que, puis les gars l'ont expliqué après, ils avaient trop de fun à développer ce jeu-là. Ah ouais. Et ça vaut la peine. Pour vrai. Mais tant mieux. C'est un Metroidvania. C'est comme un jeu 2D comme Metroid, que tu découvres des trucs puis tu débloques des endroits. Mais très difficile. Très difficile. Un peu à la Souls-like. Tu meurs, il faut que tu ailles récupérer ton âme. Ouais, ben dans Hollow Knight, c'était ton âme. Là, c'est ta soie. En tout cas, c'est vraiment bizarre. OK. Mais c'est ça, t'es un insecte, t'es armé d'une aiguille qui te sert d'épée, puis tu dois explorer un monde vraiment grand, puis affronter plein d'autres insectes, puis des monstres divers. Il y a un lore vraiment, vraiment, vraiment profond. Les environnements sont magnifiques. Tout est dans un style dessiné, avec beaucoup d'effets 2D pour donner de la profondeur, du flou, puis la luminosité, etc. La musique de ce jeu-là, Baptiste, ils ont fait affaire avec un autre gars
dont le nom m'échappe. Attends un petit peu. Christopher Larkin. Ils ont fait affaire avec Christopher Larkin pour faire leur soundtrack. La soundtrack de Hollow Knight était excellente. La soundtrack de Silksong est juste majestueuse. J'ai pas encore fini le jeu. J'ai joué peut-être une vingtaine d'heures à date. Selon moi, selon mon humble opinion, c'est meilleur que Hollow Knight. C'est au minimum 2 fois plus gros comme jeu. Au point où, à un certain point dans le jeu, j'ai atteint l'endroit que je devais atteindre, puis je me suis dit, comme, OK, ça y est, c'est la fin. Il y a un boss, il est vraiment difficile à battre. J'ai fini par le battre, puis je me suis dit, ça y est. C'est le dernier boss ou il y a un autre boss derrière la porte. Check bien ça. Puis là, ça fait un fondu au noir. Puis là, c'est écrit Acte 2. Puis là, je me rappelle que, ah oui, c'est vrai, quand j'ai commencé le jeu, c'était écrit Acte 1. Attends une minute, ça veut-tu dire qu'il y a 3 actes? Puis que j'ai juste fait le premier tiers du jeu. Donc, c'est ça. En ce moment, je suis juste à l'acte 2. Mais personnellement, c'est mon jeu de l'année. Là. Dans toute la myriade de jeux qu'il y a eu cette année qui méritent de gagner le jeu de l'année, personnellement, à date, c'est celui-là le mien. Voilà. Hollow Knight, Silksong. J'aurais aimé ça te dire que je vais y jouer. Mais tu y joueras pas. Mais le Souls-like me fait toujours peur. C'est très difficile, mais contrairement à un jeu comme Dark Souls ou Elden Ring, c'est vraiment ton habileté à bien déplacer ton bonhomme, puis à bien... Je trouve que les jeux comme Elden Ring, c'est toujours... Faut que tu roules au bon moment. C'est la seule chose que tu as à faire. Roule au bon moment. Silksong, tu peux pas rouler. Saute, évite, dash, fais des passe-passe. Bref, t'es vraiment en contrôle de ton personnage. Ouais. Puis je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant pour ça. Autant j'avais trouvé mon expérience avec Elden Ring très enduit d'anxiété. Celle-là, j'ai du fun, l'enfer. Silksong. Yes. I love it. I love it, I deeply love it. Moi, j'ai une section rattrapage. Je vais faire un petit 3 en 1. Oh yes, let's go. J'ai fait du rattrapage de série. J'ai fini Adolescence. Ouf! Et qu'est-ce que t'en penses? Excellent. C'est bon, hein? Puis, j'avais vu le premier épisode. Ouais. Puis là, j'ai regardé... En fait, j'ai repris du début. J'ai pas juste fini, parce que ça faisait longtemps que j'avais vu le premier épisode. Puis là, j'ai remarqué à quel point c'est l'histoire justement du plan séquence, puis de fixer la caméra sur un drone pour suivre les voitures de police. Puis quand t'es au courant de ce genre de détails-là, t'es comme « Ok, ouais, ok, c'est impressionnant. » Mais je dois dire que les 2 premiers épisodes sont très cool, mais le 3e et le 4e, là, ça torche tellement. Là. Le 3e qui est l'épisode où c'est juste la psy et lui, quasiment. Ça, c'est l'enfer. Puis le 4e épisode où tu le vois plus lui, tu vois juste son père et le reste de sa famille qui essaye de genre organiser l'anniversaire de son père, puis etc. Puis c'est... Le pire, c'est qu'au début, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce soit une genre de série de... on pense que c'est lui le coupable, puis finalement, il y a genre des détails ou des preuves qui font en sorte que « Ah non, finalement, c'était quelqu'un d'autre, puis etc. » Mais non, c'est pas du tout ça. Oui, c'est lui le coupable. C'est juste... tous les impacts sur la communauté, les jeunes, les réseaux sociaux, les trucs. Les autres membres de la famille. Les autres membres de la famille, le clash entre les générations de « Hey, tel pictogramme, ça veut dire quoi, genre, dans le langage des jeunes d'aujourd'hui? » Man, c'est super bon. Pour vrai, c'était excellent. J'ai vraiment aimé ça. Ça a gagné 8 Emmy Awards cette année. Oui. Donc, d'ailleurs, Owen Cooper, le jeune acteur, a gagné. Oui. Que c'était son premier gros rôle, je pense. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'était pas toi qui m'avais dit un truc du genre... il commence par genre des plans séquences qui est quand même quelque chose de difficile, mais qui disait qu'il ferait juste ça. Il ferait juste ça. C'est ça. Ouais. Honnêtement, c'est quelle série. Excellent. Puis en fait, c'est ça, Étienne.
Ouais. C'est les nominations aux Emmy Awards qui m'ont donné envie de faire du rattrapage. Oh, yes! J'ai fait comme, OK, elle vient de récupérer autant de prix que ça, puis j'ai juste regardé l'épisode 1 à date. Non, ça marche pas, là. Faut que j'aille voir ça, ça marche pas. Fait que j'ai fait ça. Oui. Mon deuxième rattrapage, ça a été de finir la dernière saison du Mandalorian, que je n'avais pas fini, que j'ai beaucoup apprécié aussi, puis que j'ai... C'est drôle parce que j'ai eu le même... Ils ont pas fait ça dans le même ordre, mais j'ai eu le même feeling que Andor qui mène vers Rogue One, puis là, Mandalorian qui mène vers un premier film, puis peut-être un deuxième ensuite, là, je sais comme plus trop. Ouais. En tout cas, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les films, mais c'est très très cool. La dernière saison, genre il y a un pic d'intensité à la fin dans les fights, puis c'est excellent pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Un bon niveau d'action. Mandalorian et Grogu, d'ailleurs, ils ont sorti un teaser. Je pense que c'est probablement la bande-annonce de Star Wars qui est la moins excitante qui ait jamais fait, mais ça démontre comment il va avoir un prochain film. Ouais. C'est cool. Mais ne jamais juger un film à sa bande-annonce. Ah non, jamais. T'as des excellentes bandes-annonces pour des films pourris. Exact. Exact. Puis le dernier petit truc de rattrapage, mais que je n'ai pas fini, c'est que j'ai commencé la saison 3 de Foundation. Oui. Fait que Lee Pace, ça avance, ça aussi. On peut-tu se le dire, Lee Pace? Est-ce qu'il a gagné des Emmy? Je sais pas. Parce que l'acteur qui fait Brother Day... il est tellement bon. C'est incroyable. Puis, d'ailleurs, mesdames, il est nu, flambant nu dans chaque saison, je pense. C'est ça. Puis il a quelque chose de... Il dégage je sais pas pourquoi, souvent quand je le vois avec son gros sourire, des fois un petit peu genre carnassier, je pense à The Boys avec le... Ah oui. Avec mais Homelander. Oui, mais Homelander, j'ai vraiment envie de lui puncher à la face à chaque fois. Oui. Alors que mais des fois, Dave, t'as envie de lui puncher la face quand même. Oui, mais ça reste que Foundation, la force, c'est justement les personnages empereurs, c'est tout ce qui se passe avec l'Empire, contrairement à ce qui se passe dans la Foundation, qui est toujours un peu... Donc, Puis d'ailleurs, je sais pas si je pense que c'est toi qui m'avais parlé d'une décision que tu trouvais qu'il avait prise qui différait du livre. Là, j'en ai quelques-unes en tête, mais je suis pas trop sûr de celle que tu voulais parler. T'en as quelques-unes, c'est probablement quelques-unes valides, oui. Mais tant que t'as pas fini la saison... je pourrais peut-être attendre avant d'en reparler. Oui, exact, parce qu'il y a quand même plusieurs trucs qu'ils ont fait comme choix. Certains qui s'inspirent des suites de la trilogie Foundation, les deux suites. Certains qui s'inspirent des prequels et certains qui sont directement en lien avec l'histoire de The Mule et qu'ils ont juste comme brassé dans tous les sens. Puis c'est même juste la cryogénisation. Tu sais, je pense que c'est une thématique qui comme diffère un petit peu de ce qui se passe dans les livres, mais bon, c'est des choses intéressantes à regarder. Bref. J'ai hâte de voir où est-ce que ça m'emmène tout ça. Super. C'est ça mon rattrapage. Toi, Étienne? On pourrait arrêter là, mais il y a un point que je mets probablement dans mes notes à chaque épisode. À chaque fois, je me dis, prochaine fois. Là, je pense que c'est là que ça se passe. Je sais que l'épisode est long avec l'entrevue et tout, mais regarde, on se gâte. Je veux te parler de Dan Dadan. Dan Dadan? Dan Dadan. Qu'est-ce que Dan Dadan? Dan Dadan, c'est une série d'animation japonaise. C'est basé sur un manga. Puis la prémisse est assez classique. C'est comme deux étudiants fin secondaire, un gars, une fille, qui s'aiment un peu, mais qui s'haïssent un peu aussi, puis ils vont-tu finir ensemble? Puis bon, comme tous les animés, c'est assez terrible. Je veux dire, je suis pas un fan d'animés, mais à chaque fois que j'en essaye un, on dirait que c'est ça qui se passe, puis je suis comme, OK, c'est correct. Lui, il croit aux extraterrestres, elle croit aux fantômes, puis il s'avère que les deux sont vrais. Il y a des fantômes, il y a des extraterrestres, puis ils doivent combattre tout ça avec leur nouveau pouvoir qu'ils viennent de découvrir. Tu sais, c'est très classique en termes de, voilà ce qui se passe dans cet animé-là. Ce qui distingue Dan Dadan des autres animés, par contre, c'est le style.
un peu, tu sais, des fois, là, dans Studio Ghibli, il y a un peu de surnaturel, il y a un peu de mécanique, il y a un peu de monstres, il y a un peu de fantômes. Bon, c'est comme si Studio Ghibli avait Hayao Miyazaki, mais version hyperactif. Donc, prends-le, mets-y du ADHD, puis comme donne-y 5-6 cafés, puis laisse-le aller. Ben, c'est ça qui se passe. Ouais. La direction artistique de ça est débile. Complètement débile. C'est comme, OK, comment on peut donner un style encore plus stylisé, entre guillemets, que tout ce qui existe, puis comme y aller un peu plus fort, puis, tu sais, prends tout ce qui caractérise les animés en général, OK? Ajoute un coup de polish par-dessus, puis ensuite brasse ça dans tous les sens. Ben, c'est ça, Dan Danon. C'est juste, l'exécution est superbe, c'est drôle, c'est fun, c'est beau, la musique est touchante, les histoires sont touchantes, des fois sont super drôles, des fois c'est juste bien exécuté. Je suis pas un méga fan d'animé, mais celle-là, c'est vraiment bon. À date, il y a 2 saisons, c'est excellent, c'est sur Netflix, allez voir ça. Très nice. Toi, t'es très nice. Non, toi, t'es nice. L'Empire contre-attaquera. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un coup de pouce. Yes, d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Il y a beaucoup d'entre vous qui nous suivez, qui nous écoutez, mais qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça nous permet de rester connectés, vous et nous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles, un pouce en l'air, un petit commentaire. Ça fait une grosse différence avec l'algorithme. S'il vous plaît, prenez un petit 5 minutes, ça va nous aider grandement. Vous pouvez aller un petit peu plus loin. On a une page Patreon. C'est une belle façon de soutenir le podcast tout en accédant à du contenu exclusif. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès au Discord et à nos publications. Yes, il y a aussi un abonnement payant de 2$ par mois si vous êtes game, si vous voulez nous soutenir puis obtenir le statut de capitaine. En échange, nous, on vous mentionne à la fin de chaque épisode, puis on vous permet de poser des questions personnalisées à nos invités quand on en a, comme cette fois-ci. Nos capitaines ayant droit à leur mention, on en a 3 maintenant. On a capitaine Jean-Philippe Matt, qui peut vous démolir au pool des Oscars. On a le capitaine Hugo Chalifour qui peut vous démolir à Champ d'honneur. Puis on a le capitaine Antoine Talbot qui peut vous démolir à FIFA. Croyez-moi, essayez pas de jouer contre lui. Tous les détails pour ça, pour joindre au Discord, pour tout, sont sur j'adoresapodcast.com. Sur ce même site d'ailleurs, vous trouverez aussi tous les liens pour nous écouter. Ben oui, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Audible, Amazon Music. Comme toujours, le meilleur moyen de nous faire découvrir, c'est d'en parler autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui est un fan de James Bond, envoyez-y l'épisode. Yes. Merci encore, chers astronautes, d'être à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye! J'adore ça. J'adore.